En septembre 1997, un homme revient dans l'entreprise qu'il a mis dehors. Elle a 90 jours devant elle avant la mort. Pas 1 an, pas 6 mois, 90 jours. Après, c'est la liquidation. La scène se passe à Cupertino, en Californie. Une image revient souvent dans le récit de ce retour. Un homme marche pieds nus dans les couloirs d'une entreprise qu'il a cofondée 21 ans plus tôt. Il connaît ces murs, cette lumière blanche qui tombe des fenêtres. Il connaît les salles de réunion, les machines, les visages aussi parfois. Mais tout le reste a changé. Et, je le rappelle, la dernière fois qu'il était ici, on l'a mis dehors. En 1985, après un conflit ouvert avec l'ancien dirigeant de Pepsi qu'il a lui-même fait venir, le conseil d'administration ne le suit pas. Il est écarté des décisions opérationnelles. Et, quelques mois plus tard, il quitte la boîte qu'il a cofondée. Il a 30 ans. Et ce départ, il le racontera lui-même comme une mise à la porte publique. 12 ans passent. Pendant ces 12 ans, son entreprise devient autre chose. Elle est dirigée par des vrais managers, des profils au CV impeccables, des stratèges venus de grandes entreprises, des professionnels du consensus et de l'organigramme. Des adultes responsables, comme on dit. Mais voilà où ces adultes responsables ont mené la boîte. Elle vient de perdre plus d'1 milliard de dollars sur l'exercice 1997. Son action est à son plus bas. Elle n'est pas encore morte, mais elle a environ 90 jours de trésorerie devant elle. Le 6 octobre 1997, lors d'une conférence, un journaliste pose une question à Michael Dell, le fondateur de Dell. Que ferait-il, lui, à la tête de cette entreprise? La réponse tombe, sèche. Je fermerai la boîte et je rendrai l'argent aux actionnaires. Voilà le niveau de confiance du marché. Personne ne parie sur cette entreprise, sur ses produits, sur ses chances de survie, et presque personne ne parie sur l'homme pieds nus qui revient dans les couloirs. Il ne revient même pas par la grande porte, il revient par une porte indirecte. En décembre 1996, cette entreprise annonce le rachat de Next, sa société, pour environ 400 millions de dollars. L'opération sera comptabilisée l'année suivante à 427 millions. Officiellement, il revient comme conseiller, un rôle flou, presque décoratif. Mais en juillet 1997, le dirigeant en place, Gilles Amelio, quitte l'entreprise. Alors, le décor change. Le conseiller devient le centre. En septembre, il est nommé CEO intérimaire. Intérimaire. Le mot fait sourire quand on connaît la suite. Mais à ce moment-là, rien n'est écrit. Il y a seulement une entreprise qui se vide de son argent, une gamme que plus personne ne comprend, des équipes qui travaillent dur et un homme qui revient dans la maison dont il a été chassé. Ce qu'il va faire dans les semaines qui suivent n'a rien d'un plan classique. Ce n'est pas une campagne de communication, ce n'est pas seulement une baisse de coûts ou une nouvelle promesse marketing. Sa décision la plus importante ne sera pas d'inventer, elle sera d'effacer. D'effacer des produits, des priorités, des promesses devenues trop lourdes. Une coupe brutale dans la complexité qui va contribuer à sauver l'entreprise. Et surtout, une coupe qui révèle un cadre de pensée simple. Un cadre que vous pouvez appliquer dès cette semaine, à vos projets, à votre entreprise, à votre business et même à votre énergie. Cet homme, c'est Steve Jobs. Et cette entreprise, bien sûr, c'est Apple. Restez bien avec moi, parce que ce que Steve Jobs fait en septembre 1997 peut changer votre manière de décider. Bienvenue dans la tête des géants de l'histoire. Quand il faut décider, maintenant, dans le doute, quand l'erreur n'est pas permise. Avant d'entrer dans le cadre mental de Jobs, il faut comprendre ce qu'il trouve chez Apple. Car le problème n'est pas celui qu'on imagine. On croit souvent qu'Apple, en 1997, manque d'idées, que c'est une boîte dépassée, bloquée dans les années 80, incapable d'innover. Mais la réalité est presque l'inverse. Apple déborde d'idées. Les ingénieurs sont brillants, les projets sont ambitieux, mais toute cette énergie part dans 40 directions. Et c'est exactement ça qui tue l'entreprise. Apple ne meurt pas d'un manque d'idées, Apple meurt d'un excès d'idées. L'entreprise fabrique des dizaines de gammes de produits et des centaines de références différentes. Chaque équipe défend son produit, chaque manager défend son budget. Et chaque trimestre, Apple ajoute une nouvelle référence pour, entre guillemets, répondre à la demande du marché. Bref, Apple a trop de produits. Macintosh, PowerBook, périphériques, logiciels, assistant personnel numérique Newton, imprimante, la gamme est devenue illisible. Jobs le dira sans détour devant les employés. Après plusieurs semaines, lui-même n'arrive pas à comprendre clairement la logique de la gamme. Et là, il pose une question simple. Si même lui ne comprend pas, comment un client pourrait-il choisir? Il parle à des clients. Même constat,
ils ne s'y retrouvent pas. Or, quand vous ne pouvez pas expliquer simplement ce que vous faites, c'est souvent que vous faites trop de choses. Alors Jobs convoque une réunion. Il prend un marqueur, il va au tableau blanc et il réduit la stratégie à 4 cases. Consommateur ou professionnel, bureau ou portable. Un produit majeur par case, 4 produits, c'est tout. Le reste ne doit plus guider l'entreprise. Mais cette décision ne passe pas sans résistance. Chaque produit a ses défenseurs et ses clients. Chaque équipe, chaque manager a ses raisons et chaque raison semble valable. Mais Jobs ne traite plus la gamme comme une addition d'intérêts locaux. Il la traite comme un problème de survie. Plusieurs managers tentent de sauver leur gamme. Ils demandent un sursis. Ils cherchent l'argument qui fera fléchir Jobs. Un chef de produit défend le Newton, l'assistant personnel d'Apple, car il a une base d'utilisateurs fidèles. Un autre défend les serveurs avec des contrats en cours. Un troisième rappelle que les imprimantes génèrent 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Jobs écoute, puis il dit non. En quelques semaines, il tue environ 70% des produits d'Apple. Et il concentre les ressources sur les produits jugés critiques pour le futur du Macintosh. Attention, Apple a déjà commencé à couper avant lui. Avant même que Jobs ne prenne officiellement les commandes, une restructuration brutale est engagée sous Gil Amelio. 4100 postes sont annoncés supprimés. Jobs hérite donc d'une entreprise déjà amputée, mais encore dispersée. Et sa décision ne porte pas seulement sur les coûts, elle porte aussi sur la concentration. Et en août 1997, Jobs accepte aussi un accord spectaculaire avec Microsoft. 150 millions de dollars investis dans Apple. Un engagement sur Office pour Mac, Internet Explorer et des licences croisées. Le symbole est violent. Apple serre la main de son ennemi historique. Pas par amour, mais par besoin d'air, de temps. Puis vient 1998. Apple lance l'iMac. Un produit clair, reconnaissable et facile à expliquer. Au 4e trimestre, Apple en expédie 278 000 unités. L'entreprise redevient rentable. 309 millions de dollars de bénéfices contre 1 milliard et 45 millions de pertes l'année précédente. Et tout a commencé par une décision presque primitive. Un tableau blanc avec 4 cases. Maintenant, voici ce que cette histoire révèle. Ce que Jobs fait cette année-là n'est pas seulement de la gestion, c'est un cadre de pensée. Et ce cadre tient en 3 lois. Loi numéro 1, soustraire plutôt qu'améliorer. Quand quelque chose ne marche pas, notre réflexe est d'ajouter. Ajouter une fonction, un service, un canal marketing, une personne dans l'équipe. On se dit, si ça ne décolle pas, il manque quelque chose. Jobs pense l'inverse. Il ne demande pas comment améliorer tous nos produits. Il demande quel produit mérite d'exister. La différence est immense. La première question suppose que tout doit rester. La seconde suppose que rien ne doit rester par défaut. En 1997, certains produits Apple rapportent encore du chiffre d'affaires. Mais Jobs ne regarde pas seulement le revenu isolé. Il regarde le coût total, les équipes, le support, les stocks, les messages contradictoires, l'attention dispersée. Un produit peut encore vendre et pourtant affaiblir l'ensemble. La soustraction n'est donc pas une perte, c'est une libération d'énergie. Jobs l'a formulé lui-même lors de la WWDC 1997, la conférence des développeurs Apple. Se concentrer, ce n'est pas seulement dire oui, c'est surtout dire non. Non aux projets intéressants, non aux technologies défendables, non aux idées qui ont du mérite mais qui ne servent plus la direction centrale. Et maintenant, vous, comment vous pouvez appliquer ça? Vous avez peut-être 5 projets en cours. Un SaaS, un podcast, une newsletter, du consulting, une formation en ligne, ou peut-être 15 fonctions dans votre produit, 8 canaux marketing actifs, 6 priorités pour le trimestre. Pris un par un, chacun semble justifié. Mais ensemble, ils se neutralisent. Résultat, vous jonglez, vous éteignez des feux, vous alignez des plannings, vous défendez des projets qui ont tous l'air importants. Mais aucun n'avance avec force. Alors posez-vous la question de Jobs. Pas comment améliorer tout ça, mais si ce projet n'existait pas aujourd'hui, est-ce que je le lancerai? Si la réponse est non, il devient candidat à la suppression, même s'il génère du revenu, qu'il a des clients et que vous y avez mis 2 ans de travail. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il empêche le reste de devenir exceptionnel. C'est le point dur. Un projet peut être rentable et ne plus mériter d'exister. Le recentrage d'Apple le montre bien. Certains produits pouvaient encore se défendre seuls. Les imprimantes par exemple. Mais l'ensemble rendait l'entreprise illisible.
Jobs ne coupe pas parce que tout est mauvais. Il coupe parce que tout ne peut pas être prioritaire. Bien, cette première loi règle la direction. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je coupe? Mais elle ne règle pas une autre peur. La peur de perdre trop. La peur de confondre quantité et qualité. C'est ce que résout la deuxième loi. Mais avant de vous en parler, voici une aide concrète. J'ai préparé un diagnostic gratuit. Il s'appelle le protocole Cupertino. Vous entrez vos projets en cours et en 10 minutes, vous voyez quoi garder, quoi couper et ce que votre inaction vous coûte en heures et en argent chaque semaine. Le lien pour y accéder gratuitement est en description de cet épisode. Loi numéro 2. La complexité invisible coûte plus cher que l'échec visible. En 1997, Apple a un problème que les tableaux Excel montrent mal. Chaque produit pris seul semble défendable. Le Newton a ses partisans, les serveurs ont leurs clients, les imprimantes génèrent du chiffre d'affaires. Pourtant, l'ensemble étouffe Apple. Le problème porte un nom, la complexité cachée. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'affiche pas en rouge dans un bilan, mais elle mange tout. Chaque produit de plus coûte en coordination, réunion, email, alignement sans fin, support, ticket client, bugs, documents à maintenir. Et surtout, il coûte en attention. Ce temps mental qui part dans 1000 détails et qui ne revient jamais. Enfin, il coûte en clarté. Quand vous vendez 40 choses, personne ne sait quoi retenir. Ni vos clients, ni vos équipes, ni parfois vous-même. Aucun bilan ne montre une ligne nommée coût de la confusion. Pourtant, ce coût existe, il s'accumule, il pèse, il fatigue, comme une fuite d'eau invisible derrière un mur. Alors, Jobs revient au tableau blanc, pas pour ajouter une case, pour en effacer. Quand il réduit la feuille de route d'Apple, il ne baisse pas seulement certains budgets, il libère quelque chose de plus rare, la capacité d'attention de toute l'entreprise. Les chiffres confirment le mouvement. En 1998, les dépenses de R&D baissent de 38%. Les frais commerciaux, généraux et administratifs baissent de 29%. Apple ne dépense pas seulement moins, elle dépense sur moins de fronts. Maintenant, ramenez ça à votre lundi matin. Vous ouvrez votre ordinateur. Un message sonne, puis un mail arrive, puis un rappel clignote, puis un client relance, puis une idée vous traverse, et avant même de commencer, vous êtes déjà fragmenté. Ce n'est pas encore du travail, c'est votre attention qui se fait découper. Vous connaissez cette sensation? Prenons un cas simple. Vous êtes consultant ou dirigeant d'une petite structure. Vous proposez 5 services: stratégie, coaching, formation, audit, accompagnement opérationnel. Sur le papier, chacun a une raison d'être, mais chaque service réclame sa page, son pitch, son contrat, sa promesse. Et quand un prospect demande « Vous faites quoi exactement ?», votre réponse dure 2 minutes. Elle contient 4 fois le mot « aussi ». Voilà le coût caché. Ce n'est pas seulement du temps, c'est de l'énergie volée, de la clarté perdue, des heures prises à ce qui génère 80% de votre chiffre d'affaires. Même logique pour une start-up SaaS. Au départ, un produit simple, puis un module de facturation, puis un module de gestion de projet, puis un outil d'analytics parce que les clients le demandaient. Résultat, 5 modules. 2 sont vraiment utilisés, 30% des bugs viennent du module de facturation. Et l'équipe technique passe plus de temps à réparer l'ancien qu'à construire le nouveau. Chaque ajout semblait raisonnable, mais leur accumulation paralyse l'ensemble. Alors combien de projets pouvez-vous exécuter avec excellence en même temps ? Faisons le calcul. Disons 50 heures de travail par semaine. 40% partent en coordination, email, réunion et imprévu. Il reste 30 heures d'exécution réelle. Un projet exécuté avec excellence demande 15 à 20 heures par semaine. Pas maintenu à flot, pas géré en survie, exécuté avec excellence. Le calcul est simple. Vous pouvez gérer 2 projets. 3 à la rigueur si vous êtes très organisé. Pas 5, pas 10, pas 15. Si vous en avez 10, vous ne faites pas 10 projets. Vous fabriquez 10 versions affaiblies de votre attention. Jobs avait cette discipline. Il ne jugeait pas chaque projet seul. Il regardait le système entier. Avant le recentrage, trop de produits se disputent l'attention. Après le recentrage, presque tout doit servir quelques priorités. Bien, vous savez maintenant quoi couper. Vous savez aussi pourquoi la complexité coûte si cher. Mais il reste un test, le plus simple de tous, celui qui vous dit en quelques secondes si vous avez assez simplifié. Loi numéro 3, le test de la recommandation. La scène suivante est célèbre dans l'histoire d'Apple. Il faut la prendre pour ce qu'elle vaut, pas comme un procès-verbal au mot près, mais comme un diagnostic solide.
Jobs se tient devant les équipes. Il pose une question simple. Si un ami vous demande quel Mac acheter, lequel vous lui conseillez? Silence. Personne ne sait vraiment répondre. Pas parce que les produits sont mauvais, mais parce qu'il y en a trop. 6 modèles d'ordinateurs de bureau, 4 gammes de portables, 3 types de serveurs, même les salariés d'Apple hésitent. Et si vos propres équipes hésitent, imaginez le client. Pour Steve Jobs, ce silence dit tout. Si vos équipes ne peuvent pas dire en une phrase ce que vous faites de mieux, votre client n'a aucune chance de comprendre. Et s'il ne comprend pas, il n'achète pas. C'est le test de la recommandation. Il fonctionne partout. Testez-le sur vous, maintenant. Quelqu'un vous demande « Tu fais quoi exactement ?» Si votre réponse dure plus de 10 secondes, danger. Si elle contient « et aussi », danger. Si elle commence par une liste, danger. Vous êtes peut-être dans la situation d'Apple en 1997. Trop de choses à expliquer, trop de choses à retenir. Imaginez qu'un ami entrepreneur vous appelle. Il vous dit « J'ai parlé de toi dans un mastermind, mais j'ai eu du mal à dire ce que tu fais exactement. » Ça pique, mais c'est précieux. S'il a hésité, votre offre est floue. S'il a récité une liste, votre positionnement est dilué. Maintenant, imaginez l'inverse. Votre ami peut dire en 8 mots ce que vous faites. Et pourquoi c'est différent. Là, vous avez la clarté que Steve Jobs cherchait. Prenons 2 réponses. Première réponse, il fait du SaaS B2B pour la gestion de projets avec du CRM, un module de facturation et il réfléchit au B2C. Deuxième réponse, il aide les équipes produits à prioriser avec un outil simple. La première réponse noie votre interlocuteur. La seconde se retient, elle donne envie d'en savoir plus. Revenons à Apple. Après la simplification de 1997, la question devient simple. Vous êtes un particulier ou un professionnel? Puis, vous voulez un portable ou un ordinateur de bureau? 4 réponses possibles, 4 produits, terminé. Le client comprend en 5 secondes, le vendeur vend en 5 minutes. Voilà la puissance de la clarté radicale. Elle simplifie votre décision interne, mais surtout, elle simplifie la décision du client. Et un client qui comprend en 5 secondes avance plus vite qu'un client qui déchiffre votre offre pendant 3 heures. Ensuite, la trajectoire d'Apple est connue. En 2001, Apple lance l'iPod, puis iTunes, puis l'Apple Store. En 2007, l'iPhone. En 2010, l'iPad. À chaque étape, Apple ne lance pas un produit perdu dans une gamme confuse. Apple crée le produit que l'on peut recommander à un ami. Celui que l'on décrit en une phrase, celui dont on comprend vite l'intérêt. Avec le recul, on voit la même discipline, la même obsession de la clarté et le même refus de la dispersion. Cette clarté ne vient pas seulement de l'innovation technologique. Elle vient d'abord d'une discipline. Soustraire, choisir, dire non. En septembre 1997, devant un tableau blanc, Jobs force Apple à regarder une vérité simple. Trop de priorités, ce n'est plus une stratégie, c'est une fuite. Et vous, dans votre semaine, il y a peut-être un tableau blanc invisible. Dessus, vous avez ajouté des cases. Encore une idée, encore un projet, encore une promesse, encore une urgence. À force, tout semble important. Mais quand tout semble important, plus rien ne guide vraiment vos décisions. Alors cette semaine, faites cet exercice. Prenez vos projets, mettez-les devant vous, puis demandez-vous sans tricher, quelle case, au pluriel, dois-je effacer? On approche de la fin de l'épisode. Je vous rappelle les 3 lois. Loi numéro 1, soustraire plutôt qu'améliorer. Loi numéro 2, la complexité invisible coûte plus cher que l'échec visible. Loi numéro 3, le test de la recommandation. Si à la fin de cet épisode, vous avez 3 projets en tête que vous n'osez pas couper, vous avez maintenant ces 3 lois pour répondre. Commencez là, pas quand tout sera plus calme. Là, maintenant, pas demain. Et j'ai préparé un outil pour ça. Il s'appelle le protocole Cupertino. Vous entrez tous vos projets en cours, même ceux que vous n'osez pas remettre en question. Vous répondez à 2 questions tirées du cadre mental de Jobs. L'outil calcule votre score de dispersion, puis il place chaque projet dans la matrice Jobs. À la fin, vous savez quoi garder, quoi couper et ce que votre inaction vous coûte chaque semaine. 10 minutes, pas de compte à créer, gratuit, le lien est en description de l'épisode. Et gardez cette phrase en tête. Parfois, le vrai génie n'est pas d'ajouter une idée, c'est d'avoir le courage d'en effacer 10. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le à une personne qui garde trop de projets ouverts. Et si vous voulez soutenir le podcast, laissez un avis 5 étoiles. Ça aide l'épisode à être mieux diffusé.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de la solitude des convictions dans une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Podcast Addict ou YouTube pour ne pas manquer cet épisode. C'était Pascal du podcast Dans la tête des géants de l'histoire. Quand il faut décider, maintenant, dans le doute, quand l'erreur n'est pas permise.